J'aimerais aussi avoir une lecture un peu du présent, à la lumière du génocide en cours à Gaza, de l'expansion accélérée des colonies en Cisjordanie, de la fermeture de la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, et la fragmentation du territoire palestinien. Que penses-tu de la lecture historique pour éclairer les impasses actuelles du droit international et les limites des diplomaties occidentales? Et enfin, j'aimerais que tu nous parles un peu de la résistance et de la solidarité face aux discriminations systémiques que subissent les Palestiniens de 1948, à la répression des voix critiques en Israël et au soulèvement populaire qui émerge dans le monde arabe et au-delà. Quelle forme de résistance intellectuelle, transnationale ou populaire te semble-t-il aujourd'hui les plus porteuses d'espoir pour penser à une justice durable en Palestine? Voilà, et avant de te passer le micro, j'aimerais vraiment, encore une fois, te remercier d'être là, d'avoir fait tout le trajet de Bruxelles jusqu'à ici à ses propres frais, sans demander rien en retour. Donc merci pour ta générosité, merci pour ton temps et merci pour ton énergie. Merci Kautar pour cette belle présentation. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Je ne vais pas me garder le micro trop près, là ma voix est forte et puis je pense que le micro aide un peu. Alors oui, je dois dire que je suis très honoré d'être là. D'une part, comme Kautar l'a mentionné, on se connaît depuis longtemps. C'était important pour moi de venir te voir là où tu habites et là où tu as habité les plus jeunes. Mais aussi, je viens d'un milieu où toute mon action a commencé dans le milieu associatif. Et pour moi, le milieu associatif est très important et peut-être qu'il est plus important que le milieu académique pour ce type d'engagement. Ça ne veut pas dire que le milieu académique est inutile, mais il faut pouvoir combiner les deux et mettre les recherches académiques au milieu d'un projet de société, au cœur d'un projet de société où la mobilisation se fait par le bas. Donc pour moi, c'est important d'être là et je vous remercie de m'accueillir pour parler de cette question. Alors, à la demande de Kautar, il y a certaines questions que je vais pouvoir, auxquelles je pourrai répondre à la fin. Mais je peux commencer un peu par ma trajectoire. Moi, je suis né en Égypte. J'ai grandi en Égypte. D'une famille d'origine syrienne. Donc, je n'avais pas des racines très profondes en Égypte. On était une minorité un peu ethnique et aussi religieuse, puisque je ne suis pas né dans une famille musulmane. Et c'est en grandissant et en allant à l'université au Caire que je me suis vraiment identifié comme égyptien à part entière et en solidarité d'abord avec l'Égypte, mais avec l'ensemble du peuple arabe. Quand on provient d'une minorité syrienne en Égypte, on est plus sensible à cette dimension plutôt de l'ensemble des pays arabophones. Et quand je dis des fois des pays arabes, je suis très conscient que dans nos sociétés du monde arabe et musulman, il y a des identités multiples et qu'il ne faudrait pas que l'arabité soit une façon de nier les autres identités. Il y a à l'intérieur du monde arabe des gens qui font partie des sociétés arabes, qui sont arabophones, mais qui s'identifient autrement. On peut être plus amazigh, on peut être plus kurde, et ainsi de suite. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Donc, j'ai fait mes études en mathématiques en Égypte. Et le milieu d'où je viens a un peu pris peur à tort, je dis bien à tort, quand Nasser est arrivé au pouvoir. Et dans mon milieu, le réflexe était d'immigrer. Parce que les familles voulaient que leurs enfants aient un environnement plus stable, plus porteur. Et donc, quand j'ai fini mes études, j'ai voulu migrer. Et mes professeurs m'ont dit, mais attends, t'es bon en mathématiques, tu dois faire un doctorat. J'ai dit, mais oui, je veux bien. Ils m'ont dit, bon, on va t'aider à trouver une bourse au Canada. Et ils m'ont aidé effectivement à trouver une bourse et j'ai commencé donc des études de doctorat en mathématiques au Canada. Et dans le cadre de ces études,
j'ai été confronté avec des professeurs qui, eux, me posaient tout le temps des questions. Mais vous, les Arabes, pourquoi vous faites ceci? Et Nasser, pourquoi il a fait cela? Et les Palestiniens et Arafat? Et je n'avais pas de réponse. Moi, je suis arrivé mathématicien dans les nuages, là. Je n'étais pas politisé d'aucune façon. Mais j'avais une certaine conscience sociale, de solidarité, de justice sociale, mais c'était assez vague. Et c'est devant l'insistance de ces interlocuteurs, pour lesquels je n'avais pas de réponse, que j'ai commencé à m'intéresser à la question palestinienne. Donc, ça fait 55 ans que je suis au Canada, 56 maintenant. Et donc, ça fait plus d'une cinquantaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à la question. Donc, j'ai exprimé mes opinions à droite, à gauche quand je pouvais. J'ai participé à des mouvements de solidarité. Dans les années 80, on a formé une ONG avec des collègues québécois. On a fait venir les militants palestiniens au Canada pour qu'ils parlent à un public canadien, pour qu'ils parlent au groupe de solidarité, pour développer des projets de coopération. Et c'est de là que je viens. Le 7 octobre 2023, j'avais déjà pris ma retraite et je me préparais à vivre les choses un peu tranquillement. Mais une chose qui m'irritait profondément, c'est que tous les articles des journaux, tous les bulletins de nouvelles commençaient par la phrase « Depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre ». Comme ça, la même, tout le temps, partout. Et puis tout le reste suivait. Puis à un moment donné, je dis « Mais attendez, arrêtez. Le 7 octobre n'est pas le début de l'histoire. Le 7 octobre est le résultat d'une histoire de 100 ans. » J'ai commencé donc par écrire un article dans le quotidien Le Devoir, qui est, à toute proportion gardée, l'équivalent du Monde au Québec, mais moins prestigieux, qui avait pour titre « L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre ». Et après, je me suis dit, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions depuis 50 ans, j'aimerais raconter et faire comprendre l'histoire. Et ceci va me permettre d'ouvrir une petite parenthèse sur laquelle j'ai réfléchi par la suite. Quand on est arabe au Canada, parce que c'est comme ça que je m'identifie, je suis aussi égyptien, mais je m'identifie aussi comme arabe, on est partagé entre l'indignation par rapport à ce qui se passe et le désir d'expliquer. On veut crier, on va dire « Hey, c'est inacceptable ce qui se passe ». Mais quand on crie, on vous dit « Ah, mais vous êtes des radicaux », puis on ne nous écoute pas. Puis quand on essaye d'expliquer, ils ne nous écoutent pas non plus. Alors, je me suis dit, il faut absolument expliquer l'histoire, j'allais dire sans passion, c'est pas vrai. C'est la passion qui m'anime. Mais une passion qu'il faut apprendre à contrôler pour communiquer. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Les gouvernements au pouvoir ne vont pas comprendre, ils ont trop d'intérêt. Mais les sociétés civiles comprennent. Et on le voit dans tout le monde occidental aujourd'hui, il y a un décalage, un clivage entre les sociétés civiles qui se mobilisent et les gouvernements qui ont une langue de bois. Et quand ils sont un peu embarrassés au bout de 2 ans de massacre, ils disent « Oui, on va reconnaître la Palestine ». C'est important, ça va changer des choses. Mais c'est avant tout une façon de sauver la face. Alors c'est tout ça qui était à l'origine de mon projet. Moi, je ne suis pas historien. Et ce livre n'est pas un livre d'histoire. Et je le dis dans la 4e de couverture, ce n'est pas un livre d'histoire. Je n'aborde qu'une seule question. Une seule. C'est quoi le processus qui a amené l'État d'Israël, et avant lui le mouvement sioniste, à prendre le contrôle du territoire? Comment c'est arrivé? Il faut qu'on comprenne ça beaucoup mieux. Et donc, je ne parle pas de la résistance des Palestiniens, je ne parle pas des processus diplomatiques des années 30 et 40, tout ça c'est très rapide. Je parle d'une seule chose, une seule. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que la Palestine change tellement en 100 ans? Alors, je commence à rentrer donc dans mon essai. Est-ce que tout le monde regarde? En fait, la seule chose utile dans ce qui va suivre, c'est quelques cartes que je vais vous montrer. Tout le reste, je vais le dire, mais les cartes, c'est intéressant de les voir. Donc, ce que
le point de départ, c'est qu'il y a eu une transformation politique et démographique majeure au courant du XXe siècle. Que beaucoup d'historiens, comme Ilan Pappé qui est israélien, qualifient de nettoyage ethnique. Je vais passer sur certaines choses parce que je ne vais pas être trop long. Juste entre parenthèses, cette présentation PowerPoint que j'ai préparée, je vais l'envoyer à Kautar et j'ai la bienvenue de la partager qui a envie de la voir. Et comme juste un point de vue technique, parce que je me préoccupe aussi d'environnement, je vais vous l'envoyer en deux formats. Un couleur pour la voir à votre écran et noir et blanc pour l'imprimer. Parce que si vous imprimez la couleur, vous allez vider vos cartouches. Donc, alors n'imprimez pas la couleur, je vais vous l'envoyer en noir et blanc si vous voulez la lire de façon imprimée. Bon, alors, je vais passer rapidement. Ah oui, il y a une petite chose dont je parle souvent. C'est le point de départ de cette entreprise coloniale, parce que je vais démontrer que c'est bel et bien une entreprise coloniale. Le point de départ, c'est une énorme souffrance qu'il faut reconnaître. Les Juifs européens ont subi pas seulement des discriminations, mais ils ont subi des pogroms, des persécutions. Ça a fini par un génocide. 6 millions d'entre eux ont été tués après la création de l'État d'Israël. Mais avant ça, il y a eu des milliers de morts qu'on tuait juste parce qu'ils étaient juifs. Dans ma culture, on ne se penche pas suffisamment sur cet aspect. Pourquoi? On a l'impression que si on donne du crédit à cette souffrance des Juifs européens, c'est comme si on justifiait le fait qu'ils arrivent en Palestine. Non. Moi, je pense qu'il faut combiner les deux. Il faut prendre acte de cette souffrance et expliquer pourquoi elle ne justifie en rien la colonisation de la Palestine. Il y avait d'autres solutions. Mais il faut en tenir compte, pas pour faire des compromis politiques, mais peut-être pour la façon de parler avec certains de ces juifs. Il y a un fort mouvement de juifs antisionistes qui sont nos alliés. Je vais en parler un peu plus d'eux. Mais c'est important qu'on ait cette sensibilité. Je m'inspire beaucoup de Palestiniens, dont Mohamed Rabbani, qui est un analyste extraordinaire, qui dit si nous, on veut faire une lutte pour la justice, au nom de la justice, on doit être sensible aux questions de justice aussi, même quand elles affectent nos ennemis. Et c'est à cause de ça que je voulais juste dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette souffrance et qu'au contraire, la reconnaître, mais contester la solution coloniale d'aller en Palestine va donner plus de force à nos arguments. Autre parenthèse, j'ai dit argument, le conflit actuel ne va pas se résoudre par des arguments, il va se résoudre par des rapports de force, par des guerres et des violences, malheureusement. Ce n'est pas la logique ni les arguments qui font que les puissances occidentales appuient Israël, c'est l'intérêt. Et ce n'est pas en convainquant les gens qu'on va changer les choses. Si le rapport de force ne change pas, on ne va pas réussir à avoir les droits des Palestiniens, les droits des peuples colonisés en général. C'est une équation un peu difficile. Ceci dit, l'argument est important pour parler avec nos ennemis, mais aussi pour parler avec nos amis, avec nos alliés. Donc l'argumentation est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Quand je dis argument, je ne pense pas et je ne veux pas dire que c'est une affaire de conviction, on va convaincre. Non, c'est une affaire de rapport de force. Le colonialisme s'est construit sur des siècles et la lutte anticoloniale se construit aussi sur le long terme. Je vais passer rapidement sur le récit israélien parce qu'on le voit tout le temps dans les médias ici. J'aurai l'occasion d'en parler sans avoir à l'exposer en détail. Je veux revenir à ce qu'était la Palestine en 1900.
il n'y avait pas de pays qui s'appelait la Palestine. Il n'y avait pas. Il y avait une région qui s'appelait la Palestine et il y avait des gouvernorats qui étaient sous l'emprise de l'Empire ottoman basé en Turquie. C'était des gouvernorats séparés. Il n'y avait pas d'État de Palestine, mais il n'y avait pas d'État syrien non plus. Et il n'y avait pas d'État libanais non plus. Et il n'y avait pas d'État irakien. Et il n'y avait pas d'État jordanien. Et il n'y avait pas d'État israélien. Parce que cette époque, les États de la région étaient encore en formation dans toute la région d'où on vient. Le seul État qui existe depuis 4000 ans, c'est l'État égyptien, à cause du Nil et de la nécessité de contrôler l'eau d'irrigation. L'Égypte, pour ceux qui la connaissent un peu, est un de ces pays où il ne pleut jamais. Toute l'eau d'irrigation, toute la richesse vient du fleuve, le Nil. Il faut le contrôler. S'il n'y avait pas d'État central qui contrôlait, l'eau se perdait dans la mer et c'était la famine. Ça fait 4000 ans que l'État égyptien existe. C'est le seul État de la région qui existe dans ses frontières, les mêmes qu'il y a des milliers d'années. Les autres régions étaient des provinces, avec des sociétés plus ou moins indépendantes. Et c'est ça qui explique aussi que le nationalisme palestinien a mis du temps à se constituer avec des institutions, avec des moyens de résister. Donc, en 1900, vous avez des gouvernorats, mais dans ces gouvernorats, la société est arabe, à 100%. Mais ce n'est pas tous les résidents qui sont arabes. Il y a à peu près 6% de juifs dont une partie sont des juifs arabes. Parce que, vous le savez, je suis sûr, les juifs arabes, il y en a eu en Syrie, en Irak, en Égypte, au Liban, en Palestine, en Éthiopie, au Yémen, en Tunisie, dans tout le Maghreb. C'était des juifs arabes. Ils étaient arabophones, ils parlaient l'arabe, ils s'identifiaient. Moi, j'étais à l'école, dans ma classe, dans les années 50, on avait une douzaine de juifs égyptiens qui ne parlaient que l'arabe égyptien des rues. Point. Et l'arabe classique, on l'a tous appris ensemble parce que les Égyptiens, quand ils grandissaient, les petits-enfants, on n'apprenait pas l'arabe classique, on apprenait l'arabe égyptien, le darija. Et donc, il y avait une société arabe avec un petit pourcentage de juifs européens qui étaient là pour des raisons de pèlerinage religieux, parce que Jérusalem représentait quelque chose pour eux. Les autres étaient des juifs arabes. Donc, l'écrasante majorité de la société était arabe et se définissait comme arabe. La majorité de la population était soit des agriculteurs ou des semi-nomades, des tribus nomades qui se déplaçaient. Certaines étaient plus ou moins sédentarisées, ça veut dire installées, mais d'autres, dans le Naqab, dans le désert nord, se déplaçaient beaucoup avec les points d'eau, comme c'était le cas au Sinaï, comme c'était le cas dans la péninsule arabe. Et donc, il y avait des villes, et des petites bourgeoisies, et des grandes bourgeoisies. Et il y avait des institutions. Les cours de justice existaient. Il y avait des écoles, il y avait des municipalités. On s'occupait des égouts. Il y avait des représentants politiques de chacun de ces gouvernorats dans le Parlement à Istanbul. C'était une société développée. Il y avait des commerçants. On exportait de l'huile d'olive, du savon, des olives, des agrumes. On écrivait des journaux. La presse dans le monde arabe a commencé en 1860 au Liban. Et les gens ne pensaient pas Liban, Palestine, Syrie, ils pensaient gouvernorat de Beyrouth, gouvernorat de Damas, gouvernorat de Halab, et ainsi de suite. Et les journaux arabes, depuis 1860, étaient lus dans toute la région arabophone. Des penseurs comme Jamal el-Din el-Afghani ont joué un rôle très important, par la suite Mohamed Abdo et bien d'autres. Donc, c'était une région qui vibrait au niveau économique et intellectuel. Ça, c'est la société palestinienne des années 1900. Aujourd'hui, la même région est entièrement contrôlée par un État qui se dit l'État des Juifs. Et la question, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là?
L'approche que je vais prendre pour expliquer ce processus va être une approche qui a l'air un peu légale. Pourquoi? Israël insiste pour dire que tout ce qu'elle fait est légal et c'est une de ses marques de commerce. Ils font croire que tout ce qu'ils font est légal. Même en pleine occupation de la Cisjordanie, il y avait des pamphlets qui circulaient à Montréal. L'état de droit dans les territoires occupés. Israël disait tout ce qu'on fait en Cisjordanie est absolument légal. C'était faux. Mais il soumettait chaque mesure répressive qu'il faisait, il la faisait approuver par un tribunal en Israël. Il disait voilà, on a une loi qui disait ceci, on a des règlements qui disaient cela, mais ces règlements. Donc, je vais m'inspirer du droit pour comprendre la logique qui nous a amenés là. Jusqu'à quelle âge je peux faire? Jusqu'à mon avis, 80? Ok. Alors, je vais essayer d'être court parce que j'ai tendance à parler longuement. Pas autant que Nasser ni Castro, mais je vais essayer d'être court, mais en arriver à ce qui est essentiel. Alors, tout le monde a vu ces cartes-là, je n'ai pas besoin d'en parler, vous les connaissez. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a eu 3 moments où la logique, c'est quand on les comprend, ça aide beaucoup, surtout les gens. Nous, des fois, dans notre culture, on n'a pas vraiment besoin d'aller ça. On sait qu'il y a eu une injustice et on peut en parler, on est très émotif aussi là-dessus, mais on sait qu'il y a eu une injustice. Là, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ont une autre culture, ben, il faut expliquer ça de façon un peu plus logique pour qu'ils voient comment ça s'est fait. Et il y a eu 3 moments où la logique de la prise de contrôle coloniale du territoire a été différente. De 1917 à 1947, tout se faisait sous couvert de dispositions légales, mais qui était la puissance qui gouvernait tout ça? C'était l'Angleterre, et le recours au droit se faisait via l'Angleterre, via le système des mandats. Et les règles du jeu ont pris 5 ans pour être établies. Entre 1917, la déclaration Balfour, je suis sûr que tout le monde a entendu parler de la déclaration Balfour. Entre 1917 et 1922, qui était le mandat britannique, la déclaration Balfour a été transformée en un instrument légal. Pendant ces 5 ans, ils ont discuté, négocié. En 1922, ils arrivent avec le mandat britannique. Et là, ils mettent des règles qui permettent au mouvement sioniste de fonctionner pendant 25 ans. Pendant ces 25 ans, ils prennent le contrôle des institutions qui permettent de contrôler l'État, de façon à ce qu'en 1947, quand l'ONU décide de faire l'État, le mouvement sioniste a déjà tous les instruments du contrôle dans ses mains, toutes les institutions. Évidemment, les Palestiniens protestent. Et il y a 2 types de protestations. Les élites politiques qui étaient éduquées croyaient beaucoup aux paroles des puissances occidentales qui disaient voilà, il y a un droit international, on a un système. Donc, ils envoyaient des hommes d'affaires à Londres, ils accueillaient les politiciens britanniques quand ils avaient arrivé à Jérusalem, ils leur disaient regardez, c'est ça qui se passe, ça ne marche pas. Les paysans, eux, ils ont pris les armes. Pourquoi ils ont pris les armes? Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse qui est une question de curiosité mais intéressante. Dans tous nos pays d'origine de la région, peut-être au Maghreb c'est différent parce qu'il y avait une autre structure tribale. Les terres agricoles n'étaient pas privées, elles appartenaient tous au pouvoir central. Pendant tout l'Empire ottoman, c'est l'Empire ottoman qui était le propriétaire des terres agricoles. Et les paysans payaient des taxes à l'Empire ottoman. Quand il y avait un changement d'élite, d'empire, d'autres, au lieu de payer les taxes à X, on les payait à Y. Mais il n'y avait pas de propriété privée des terres agricoles. La propriété privée, c'était des terres, des maisons urbaines. Bon. Pourquoi ce détail est important? Parce que l'Empire ottoman commençait à faiblir. Il avait besoin d'argent. Alors, comment il a fait l'argent? Il a privatisé les terres agricoles en disant aux gens d'affaires des villes,
payez-moi 7 années d'avance de taxes et vous devenez propriétaire des terres. Et des gens d'affaires ont acheté des villages entiers. Et des fois, les paysans ne savaient même pas. Pour eux, ils continuaient à payer les taxes, c'est tout. Le notable du coin venait, il payait le loyer, au khalas. Quand les sionistes sont arrivés, ils ont commencé à acheter des terres. Ils n'ont pas acheté beaucoup, ils ont acheté 7% du territoire. Ce qui est, si on regarde les terres agricoles qui n'étaient pas très nombreuses, c'est quand même beaucoup, 7%. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez des grands propriétaires, ils leur offraient un argent vraiment énorme pour acheter les terres. Et ils écrivaient dans des contrats, les terres doivent être livrées vides de leurs habitants. Donc, ils arrivent dans un village palestinien et disent nous avons acheté cette terre. Les paysans disent très bien, c'est à vous qu'on va payer le loyer de l'eau. Ils disent non, 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 nous on veut la terre, partez. Comment ça, partez? C'est notre vie. Non, partez. Et là, les paysans ont commencé à prendre les armes et à résister contre ces expulsions. De 1936 à 1939, il y a eu une grande révolte qui durait 3 ans. Mais le rapport de pouvoir militaire n'était pas favorable aux Palestiniens. Et sur ça arrive la Deuxième Guerre mondiale, on oublie la question. En 1947, la Grande-Bretagne constate qu'elle est plus capable de gérer le territoire. Mais qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps? Pendant 25 ans, et je vais montrer quelques détails tantôt, le mouvement sioniste établit des institutions, des organisations par lesquelles il contrôle l'eau, l'agriculture, la circulation, l'argent, les banques, tout. Bon. En 1947, et donc tout ça s'est fait sous le chapeau de l'Empire britannique, avec comme cadre légal le mandat britannique donné par la Société des Nations, dont je vais parler. Ça a l'air long, mais je suis sûr que ce sont des choses qu'on ne connaît pas beaucoup. La partie actuelle, quand elle l'a super bien résumé, je ne vais pas beaucoup parler je vais moins parler de comment on est arrivé là. C'est pour ça que je me suis... Et vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps, je vous garantis. Même s'il y a certains détails historiques qui ont l'air un peu loin. Alors, en 1947, les Britanniques, l'ONU dit on va partager la Palestine, il y a une guerre. Au bout, ça dure 2 ans cette affaire-là. En 1949, il y a une armistice, ça veut dire un arrêt de la guerre avec les pays arabes. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'État d'Israël a été établi et maintenant, l'État d'Israël n'a plus besoin du mandat britannique pour transformer le territoire. Il le fait lui-même. Il est reconnu comme État indépendant. Et il va mettre tout en place pour effacer la présence palestinienne. Et je vais donner quelques exemples. Et il continue comme ça jusqu'en 1993. Pourquoi je saute 1967, la fameuse guerre des 6 jours de 67? Parce qu'Israël a fait des gains militaires énormes dans cette guerre, mais elle n'a pas transformé le statut légal de la Cisjordanie. C'est resté un territoire occupé. Et en 1993, la stratégie change. Ils disent on va faire un processus de paix. On va se reconnaître mutuellement. Les Israéliens reconnaissent les Palestiniens, les Palestiniens reconnaissent les Israéliens. C'est un nouveau départ. Et Yasser Arafat, je suis sûr que vous avez vu les images de Yasser Arafat et Abraham Rabin qui se serrent la main sur la Maison Blanche. Tout le monde, les gens qui étaient plus sages ont su que ce n'était pas une bonne chose, mais beaucoup de gens ont cru que c'était une bonne chose. Moi, j'étais un de ceux qui était... Je disais, ouais, c'est bien, voilà, on va tourner la page, on va faire la paix. J'ai des images, je ne suis pas le seul, j'ai des images en tête qui me restent claires d'enfants palestiniens, de Gaza, en train de mettre des fleurs dans les canons des fusils des soldats israéliens, en disant finalement on va avoir la paix. Tout le monde a cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous couvert de paix, Israël a accéléré son contrôle du territoire. Et c'est ces 3 logiques de prise du contrôle du territoire que je veux expliquer. La première, référence indirecte au droit par le mandat britannique. La deuxième, prise de contrôle direct par la guerre, l'occupation, la persécution. La troisième, 93, prise de contrôle sous prétexte de processus de paix.
Et le fait que le prétexte était un processus de paix a permis aux puissances occidentales de dire mais arrêtez de vous révolter, arrêtez de demander ça. Il y a un processus de paix, il ne faut pas le gâcher, taisez-vous. Les Palestiniens ont dit on insiste pour que les grosses parties contractantes de Genève se réunissent et voient ce qui se passe. Des pays comme le Canada leur a dit non, ça va perturber le processus de paix, il ne faut pas patienter, on va arriver à une solution. C'est cette logique tordue que je vais un peu essayer d'expliquer à travers ces trois périodes-là. Alors, premier moment structurant, je rappelle certains détails. En 1900, il y a juste 6 ou 7% de juifs en Palestine, dont une partie sont des juifs arabes. En 1922, au moment du mandat britannique, il y en a juste 13%. Ça signifie que 87% sont des arabes de Palestine. Pourquoi on disait des arabes de Palestine, pas des Palestiniens? Parce que le nationalisme palestinien ne s'était pas encore formé en tant que nationalisme palestinien. C'était le nationalisme arabe qui commençait à la fin du 19e siècle. Les gens voulaient une grande nation arabe. En Syrie, au Liban, en Égypte, on parlait de nationalisme arabe. On ne parlait pas encore de nationalisme palestinien, ça va venir par la suite. Alors, en 1917, Balfour fait ses fameuses promesses. Tout le monde qui n'a pas entendu parler de la promesse de Balfour? Tout le monde a entendu parler. Alors, non? Je peux juste expliquer en Oui, je vais expliquer beaucoup, pas juste en 4 phrases. Balfour était un ministre britannique qui voulait appuyer l'idée de faire un État en Palestine. Alors, l'idée de faire un État pour les Juifs en Palestine, elle n'existait pas au 19e siècle. Les Juifs ne formaient pas un peuple politique, ils formaient un peuple spirituel. Un Juif de Russie et un Juif d'Angleterre n'avaient rien en commun. L'un était bolchevique peut-être, ou bien royaliste, l'autre était capitaliste, ils n'avaient rien en commun. Ils faisaient un peuple un peu spirituel. Ils avaient la religion qui les unissait, mais pas de projet politique. En 1897, Theodor Herzl, un penseur juif, un journaliste, dit « L'Europe ne veut pas de nous. La seule solution, c'est d'avoir un État à nous, et on va le faire en Palestine. » L'idée commence à travailler, personne n'y croyait. La plupart des Juifs n'en voulaient pas. La plupart des Juifs, alors ce mouvement, je clarifie le mot sioniste avant de l'employer, ce mouvement s'appelait le sionisme. Et sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement nationaliste qui voulait ramasser les Juifs. Bon, alors, la grande majorité des Juifs étaient antisionistes. Ils ne voulaient pas de ça. Mais il y avait une petite portion qui voulait cette solution politique, et la Grande-Bretagne a décidé de l'appliquer pour plusieurs raisons. Un des penseurs du sionisme était un chimiste, Chaim Weizmann, qui avait qui avait fait des inventions chimiques qui permettaient d'améliorer les explosifs utilisés par l'Angleterre. Alors l'Angleterre sentait qu'elle lui devait quelque chose. D'autre part, l'Angleterre et l'Europe étaient bien contents d'envoyer les Juifs là-bas. On finit d'entre deux et on les éloigne d'Europe et voilà, on a l'impression de les servir parce que c'est eux qui veulent faire un État. Alors, Balfour fait une déclaration, il dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. » C'est une déclaration en anglais de 67 mots. Dans ces 67 mots, ils reconnaissent deux fois les droits des Juifs, les droits politiques des Juifs. Ils disent on va faire un foyer national en Palestine, ce projet politique, et disent le statut politique des Juifs en Europe et partout ailleurs ne doit pas changer. Donc deux fois on parle des droits des Juifs. Comment, ça c'est 13% de la population, comment on parle des 87% qui restent? On les nomme même pas. On ne dit pas les Arabes de Palestine, on dit les citoyens, les collectivités non juives. Ça veut dire on les désigne par ceux qui ne sont pas par ceux qu'ils sont. Regardez la pensée coloniale. Et en plus, on leur reconnaît des droits. Lesquels? Des droits civiques et religieux. Vous pouvez faire du commerce, vous pouvez bouger, voyager, vous pouvez prier, mais le mot politique n'est pas là.
On ne reconnaît pas les droits politiques. Alors cette déclaration déjà reflète la logique coloniale, mais cette déclaration n'a pas le moyen de réaliser le projet, c'est juste une intention. Pendant 5 ans, le mouvement sioniste travaille avec les Anglais pour transformer ça en texte légal. Et il donne un mandat. La Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, donne un mandat à la Grande-Bretagne. Il dit, vous allez gérer cette région et vous allez contribuer à bâtir des institutions d'autogouvernement. Le système de mandat a été fait pour plusieurs pays après la chute de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que tout l'Empire ottoman était fait de provinces. En dehors de la Turquie, c'était des provinces. Il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de ministère de la justice, il n'y avait pas de ministère des finances. Alors, la Grande-Bretagne a dit, nous, en tant que puissance coloniale, on préfère faire affaire avec des États pour pouvoir faire du commerce et avoir une influence. Et donc, on va aider ces peuples à faire leurs États. Et ils l'ont fait, sauf en Palestine. Ils n'ont pas aidé la 87% de la majorité à faire son État, ils ont aidé les 13% d'immigrants à faire leurs États. Moi, je compare avec le Canada, c'est comme si une puissance extérieure au Canada venait et dit, on va aider les immigrants du Québec, disons, qui sont 15%, à faire un État pour eux. Et les Québécois, on ne va même pas les nommer, on va dire les non-immigrants. Ils vont avoir le droit d'aller prier s'ils ont envie, ils n'ont plus envie de prier maintenant, et ils vont avoir le droit de faire du commerce, mais on ne leur reconnaît pas des droits politiques. C'est ça qui est terrible. Bon. Alors, ce mandat britannique, il dit que le mandataire, donc le pouvoir britannique, va consulter qui? Les immigrants juifs européens, pas les 87%. Pour faire un réseau hydroélectrique, pour faire des banques, pour faire des municipalités, pour construire des rues, pour faire l'éducation. On va juste consulter les immigrants. Les Arabes, on ne va pas les consulter. Pardon? Les Arabes, on ne va pas les consulter. Pardon, Oui. monsieur? Oui. C'est grâce à l'Angleterre que les... Tout à fait. L'Angleterre, c'est les pas juste Israéliens, grâce à ils ont fait leur nid. Absolument. C'est grâce à l'Angleterre. Tout à fait, c'est ça que j'essaie de montrer. Mais pas juste grâce à l'Angleterre, parce que les autres puissances européennes ont appuyé, et c'est bon. Alors, donc l'Angleterre appuie l'organisation sioniste, et là, ça leur permet, cet appui-là, pendant 25 ans, de prendre le contrôle de l'économie, du réseau hydroélectrique, des banques, de faire tout de façon à ce qui permet aux petits groupes d'immigrants d'avoir tous les mécanismes qui permettent de contrôler un État. Même l'armée, ils font des groupes militaires, Irgun, Zweit, le groupe Stern, la Haganah, qui, quand Israël est déclaré, ils sont bien équipés pour prendre le contrôle du territoire, alors que les Palestiniens n'avaient rien de ça. Bon, alors ça c'est la première partie, je vais passer à cette partie-là rapidement. Le territoire était appelé Palestine, vous voyez, la monnaie, j'en ai quelques pièces de monnaie, moi, de cette période-là. C'était marqué Palestine, en hébreu, en arabe et en anglais. Et la carte qui est sur le livre, c'est une carte de 1930 ou 40, là, de cette période, qui parle juste de Palestine. On n'en parle pas d'Israël. Et c'était fait par des Anglais. Bon. Alors, tout ça nous amène en 1947. En 1947, à cause de la protestation des Palestiniens et de la guerre qui a eu lieu de 1936 à 1939, l'Angleterre dit à l'ONU, s'il vous plaît, résolvez le problème, moi je suis plus capable. L'ONU dit, parfait, on va diviser le territoire en deux, 54% pour les immigrants juifs et 44% pour les Arabes. Les Arabes disent, hey, c'était juste. D'abord, les Juifs ne forment, à cause du génocide juif, des Juifs en Allemagne, beaucoup étaient arrivés et ils étaient passés de 13% à 33%. Les Arabes disent, ils ne forment qu'un tiers de la population, vous leur donnez 54% et en plus, vous leur donnez les meilleurs territoires, ceux qui sont sur la mer, les ports, les terres les plus irriguées, et vous nous jetez dans l'arrière-pays. Ça ne marche pas. Ensuite, nous, on est 66%, vous nous donnez 44% du territoire. Et ils disent autre chose. Ils arrivent avec un autre projet. Ils disent, écoutez,
il y a eu un génocide en 1915. Les Arméniens ont été massacrés par les Turcs, qui étaient un pays musulman à ce moment-là. On les a accueillis. Ils sont allés en Syrie, ils sont devenus citoyens, ils sont allés au Liban, ils sont allés en Palestine, un petit nombre est allé en Égypte. Et les Arabes disent, on est capable d'accueillir des réfugiés d'une autre religion que la majorité chez nous, ils vont être bien traités, ils vont s'intégrer, on est même capable de faire une confédération avec eux, au besoin, mais on ne veut pas diviser le pays. Ce projet-là, présenté par les Arabes, il est écarté avant même d'être discuté à l'ONU. Les manipulations par un diplomate canadien font telles que le projet n'est même pas présenté à l'ONU. Le seul projet qui est présenté, c'est celui de la partition. Là, l'histoire... Est-ce que vous pourriez préciser pour quelles raisons les diplomates canadiens ont... Parce qu'ils étaient acquis à l'idée sioniste, parce qu'il y avait chez les fondamentalistes, il y a deux raisons. Une raison purement coloniale. On veut un pays d'Européens qui va défendre nos intérêts. Et une autre raison religieuse, une partie des politiciens américains, canadiens, protestants, depuis le 19e siècle, disaient, qui étaient très fondamentalistes chrétiens, disaient c'est une bonne chose que les Juifs se retrouvent en Palestine parce que ça va permettre au Messie d'arriver. Hein? Mais cette opinion, elle était mineure, mais elle était assez présente chez certains politiciens. Mais la logique principale était une logique coloniale. Donc l'évangélisme, en fait, c'est comme une vision évangéliste. Exactement, évangéliste, oui. Mais la raison la plus forte était une raison coloniale. On veut un allié européen à cause du canal de Suez, du pétrole, de la région, Les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Voilà, oui, exactement. Et donc, là, le récit israélien, la propagande commence à embarquer. C'est quoi cette propagande? Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, l'ONU vous a proposé un État, vous avez dit non. Il y a eu une guerre, et pendant la guerre, à cause de la guerre, il y a eu des réfugiés. Et c'est là qu'interviennent des historiens comme Ilan Pappé, qui est israélien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le nettoyage ethnique de la Palestine. Et il dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Avant même que les Arabes fassent une guerre, avant même que l'État d'Israël soit établi, les sionistes ont commencé à faire des massacres pour faire fuir les Palestiniens, pour prendre le contrôle de leur maison et de leur foyer. Et donc Ilan Pappé a montré ça. Un autre historien israélien, Benny Morris, a montré ça. Ilan Pappé est un historien israélien antisioniste. Benny Morris est un historien israélien sioniste. Shlomo Sand aussi, il me semble. Shlomo Sand est antisioniste. Mais lui, il n'a pas parlé beaucoup de 47. Shlomo Sand a dit, je vais revenir à Shlomo Sand plus tard. Mais Benny Morris disait, moi je crois qu'Israël a fait ces massacres et nous avons eu raison parce que c'est la seule façon d'avoir notre État. Mais comme c'est un historien, il a tout documenté. On a fait tel massacre, telle date, tel massacre, il a tout documenté. Et un autre journaliste juif qui s'appelait John Kimcher a écrit un livre qui s'appelle The Seven Fallen Pillars, où il dit le 9 avril 1948, donc avant la création de l'État d'Israël, avant la guerre, il démontre que les milices armées juives sont venues, elles ont tué 254 Arabes dans un village, et ce n'était pas le seul. Après, elles se sont promenées dans des villages avoisinants en disant partez, sinon ils vont vous arriver comme des récits. Et ils réussissent à expulser ou à chasser 250 000 Palestiniens de la Palestine qui se réfugient, qui à Damas, qui à Beyrouth, qui en Jordanie, en Égypte. Et c'est parce qu'il y a eu ces réfugiés qui étaient plutôt de la bourgeoisie, souvent, mais quelques paysans aussi, qui sont allés dans les pays arabes en disant hey, on est en train de prendre possession d'un territoire arabe, faites quelque chose. C'est parce qu'il y a eu des réfugiés que les États arabes ont embarqué et pas le contraire. C'est pas parce que les États arabes ont agi que les réfugiés ont résulté. Ça a commencé par 250 000 et évidemment, quand il y a eu la guerre, Israël a chassé un autre 500 000. Donc il faut rappeler ces affaires-là. Au bout de la guerre, en 1949, les pays arabes perdent pour diverses raisons. Ils signent des armistices un à un avec Israël. Et quand tous les armistices sont signés,
Israël a occupé, au lieu des 56% que l'ONU leur a donné, ils ont occupé 78%. Et il reste 22% non occupés. Rappelez-vous de cette carte parce que tout l'enjeu, depuis 1949, c'est sur ces 22%. Tout ce qui se joue. Pourquoi? Les 78%, à toute fin pratique, la plupart des pays arabes, y compris les Palestiniens, disent on a perdu, on ne va pas pouvoir revenir, on veut un État sur les 22%, c'est la solution à 2 États. Vous gardez les 78% et nous on garde les 22% et on fait 2 États puis on essaie de trouver une paix. Après on va discuter de toutes les questions. Comme c'est dedans, je voulais savoir ici qui a armé Israël, il ne faut pas dire que bon. Alors, Israël a été armé pendant ce temps, d'abord par eux-mêmes parce qu'ils avaient beaucoup d'argent des grands financiers juifs européens, mais les pays européens ont armé Israël, dont certains pays de l'Europe de l'Est. Une partie des avions elles sont venus de Tchécoslovaquie, par exemple, qui faisait partie de l'Union soviétique. Vous voyez? Et donc, Israël a pu gagner, et en plus, les armées arabes n'étaient pas préparées. Et en plus, les généraux qui dirigeaient l'armée jordanienne et l'armée égyptienne les plus fortes étaient des généraux anglais. Or, c'est l'Angleterre qui avait tout manigancé, tout ça. Donc, c'était impossible. Les conditions n'étaient pas telles pour qu'on puisse. Bon. Alors, je vais prendre peut-être quelques minutes encore, maximum 10 minutes, et après, on va ouvrir les questions. Donc, à la fin, on se retrouve avec ça, et ces 22% deviennent l'enjeu. À ce moment-là, les 22%. La Cisjordanie est sous contrôle jordanien. À un moment donné, la Jordanie a pensé à l'intégrer à la Jordanie, puis ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, 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 ça va être un territoire palestinien, on ne va pas l'intégrer à la Jordanie. Gaza était sous administration égyptienne, mais l'Égypte n'a jamais voulu l'inclure comme territoire égyptien. La Jordanie a essayé pour la Cisjordanie, mais l'Égypte a dit non, non, c'est un territoire palestinien, on fait juste le gérer, l'administrer en attendant qu'on trouve une vraie solution pour les Palestiniens. Bon. Et dès qu'Israël gagne la guerre, comme c'est devenu un État indépendant, ils peuvent même faire les lois. Et là, ils font des lois par lesquelles ils vont judaïser le territoire. Ça veut dire quoi? Ils vont faire disparaître, essayer de faire disparaître la trace de la Palestine. Ils effacent de la carte 550 villages palestiniens. Certains historiens disent 600 maintenant. Ils ne reconnaissent pas aux Palestiniens certains droits. Ils passent la loi du retour qui dit n'importe quel juif au Canada, aux États-Unis, en France, même si 10 générations sont européennes, il peut venir, il s'installe et on lui donne une maison. Pour les Palestiniens, ils passent une loi qui s'appelle la loi des absents. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Si vous n'étiez pas dans votre maison pendant la guerre, vous la perdez, on la donne à une famille juive européenne. Même si vous êtes allé chez le voisin ou le village voisin, chez vos cousins, parce que vous avez eu peur des combats et que vous protégez temporairement pour 2, 3, 4 semaines, fini. La maison est donnée à des familles juives qui viennent d'Europe. Et Israël a réussi comme ça à prendre le contrôle total du territoire et à le transformer en pays juif. Sauf que il restait quand même à peu près 20% de Palestiniens qui n'avaient pas été chassés. Et Israël ne savait pas trop quoi faire avec ces 20%. Au début, on les traitait avec beaucoup de méfiance, un peu jusqu'à maintenant, mais petit à petit, on a réussi à leur dire, écoutez, on va vous donner des droits. Vous allez avoir le droit à l'éducation, il y a des inégalités, mais ils ont eu le droit à l'éducation, le droit à la santé, ils ont même le droit non seulement de vote, mais d'avoir leur propre parti. Aujourd'hui, dans le Parlement israélien, il y a des partis nationalistes palestiniens de gauche, de droite, et des partis islamistes. Il y a des partis islamistes qui font partie de l'islam politique, qui sont dans le Parlement israélien avec leurs députés. Alors, la bataille pour gagner l'opinion des Palestiniens et gagner leur adhésion à Israël, elle n'a pas été gagnée. Elle a été perdue parce que la plupart des Palestiniens sont partagés, ils se sentent plus palestiniens qu'israéliens, même s'ils ont la citoyenneté. Bon, alors je vais passer rapidement sur un certain nombre de choses que dont je voulais parler pour arriver à Oslo, parce que ça c'est le plus important. Israël réussit pendant 40 ans à
prendre le contrôle du territoire. En 67, il y a la guerre de 67. Pendant la guerre de 67, Israël occupe la Cisjordanie et Gaza, mais il y a une différence majeure entre l'occupation de 67 et l'occupation de 49. Pourquoi? Entre-temps, l'ONU a passé des conventions comme la 4e convention de Genève qui dit quand une puissance occupe un territoire, elle n'a pas le droit de l'annexer, et pas seulement elle n'a pas le droit de l'annexer, elle a l'obligation d'assurer les services sociaux et de santé pour la population occupée, elle n'a pas le droit d'expulser cette population et surtout, elle n'a pas le droit d'installer sa propre population dans le territoire occupé. Et c'est à cause de la 4e convention de Genève que depuis 1967, comptez combien d'années ça fait? 58 ans. Ok? Que Israël ne parvient pas à dire ok, on va annexer la Cisjordanie. Pourquoi les pays occidentaux ne vont pas le permettre? Pourquoi? Même Trump, le fou, a dit nous n'allons pas permettre à Israël d'annexer la Cisjordanie. C'est un menteur. On va en parler. Le fait que ce qu'ils veulent, ces États-là, c'est qu'Israël prenne des bouts de la Cisjordanie, des bouts, mais pas annexer. Pourquoi? S'ils permettent l'annexion de la Cisjordanie au complet, ou de Gaza, ils détruisent complètement le droit international. Après, d'autres pays vont dire, ah ben vous avez permis ça en Palestine, nous on va prendre la Russie va dire on va prendre l'Ukraine, le Pakistan va dire je sais plus quoi, l'Inde va... Bon, ils ne peuvent pas se permettre ça, c'est un jeu trop dangereux. Et donc, depuis 1967, ils manipulent pour tordre le bras des Palestiniens, pour que les Palestiniens eux-mêmes signent un traité qui dit on va vous donner tel bout de la Cisjordanie, on va vous donner tel bout de Gaza. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse depuis 58 ans. Israël aurait le pouvoir militaire d'annexer, mais ils ne vont pas avoir le pouvoir légal d'annexer à cause de la Convention de Genève. Un pays comme le Canada, d'où je viens, qui appuie Israël presque à 100%, a sur son site web officiel du ministère des Affaires étrangères, la Cisjordanie et Gaza sont des territoires occupés, la 4e convention de Genève s'y applique, les colonies israéliennes sont illégales. C'est le Canada qui dit ça. Après, dans les faits, ils aident Israël. Mais formellement, ils ne peuvent pas dire qu'Israël a le droit. Et tout le jeu politique maintenant se comprend mieux quand on sait que c'est pour ça que les Israéliens ont besoin de la signature des Palestiniens pour annexer les territoires. Et c'est ça qui explique Oslo. N'ayant pas réussi à faire beaucoup de gains et de faire beaucoup de colonies, et on dit on va faire un processus de paix. On va reconnaître les Palestiniens. Et je vais finir dans 5 minutes sur quoi. Alors, cette reconnaissance, elle est tout à fait asymétrique, non symétrique, inégale. Pourquoi? Les Palestiniens disent on reconnaît l'État d'Israël. Mais le texte d'Oslo, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas on reconnaît l'État de Palestine. Ils disent même pas on va faire un État palestinien. Ils disent on reconnaît que l'autorité palestinienne peut parler au nom de certains Palestiniens. Pas tous. Les Palestiniens de Cisjordanie et Gaza, l'autorité palestinienne parle à leur nom. Les réfugiés dans les camps de Har, non. La diaspora, non. Les Palestiniens de 48, non. Ils parlent juste au nom des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et ils peuvent juste parler et on a dit c'est l'autorité palestinienne. Et donc, la reconnaissance n'est pas égale. Sur cette base, on ne peut pas faire de paix. Et de plus, l'idée d'avoir un État palestinien n'est pas mentionnée du tout dans les accords d'Oslo, ni même dans la correspondance qui a précédé les accords d'Oslo. On ne parle pas d'État palestinien, nulle part. Ils disent on va trouver une solution permanente. Wallahu a'lam. On parle des retours de réfugiés, non, dans Oslo? Non. On dit la seule référence légale, c'est la résolution 242. Que dit la résolution 242? La réponse à ta question se trouve ici.
La résolution 242 ne contient pas le mot Palestine ni palestinien nulle part. Elle dit réaliser un juste règlement du problème des réfugiés. Même pas des réfugiés palestiniens, des réfugiés tout court. On les nomme même pas. Et au contraire, on dit tous les États de la région, donc l'État d'Israël, ont droit à des frontières sûres. C'est ça qui explique qu'Arafat, en 73, après la guerre de 73, il a dit mais ces résolutions, parce que la résolution 338, c'est à peu près la même chose. Elle répète la même chose. Il dit, ça ne nous concerne pas, on ne parle pas de nous ici. On ne parle ni de Palestine ni des Palestiniens. Nous, on est un peuple, on n'est pas juste des réfugiés. Si vous voulez parler de nous comme juste des réfugiés, nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Alors, Oslo, beaucoup de gens ont cru, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que c'est une arnaque. C'est une façon de se moquer des Palestiniens. Et effectivement, le jour où Oslo est signé, le 13 septembre 1993, ça veut dire, ça fait 32 ans, où c'est signé sur la Maison Blanche, dans la fameuse poignée de main un peu hésitante entre Arafat et Rabin, le jour même, le gouvernement travailliste, pas la droite, pas le Likoud, le gouvernement travailliste commence la construction de nouvelles colonies de peuplement. Et dans les 7 ans qui ont suivi, Israël a multiplié par 5 le nombre de colons sous prétexte de paix, et ils ont réussi à faire 5 fois plus vite ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire avant la paix. Et c'est pour ça que je dis Oslo était une arnaque. Dernière question. Alors, conséquence de l'accord d'Oslo, comme l'a dit Kautar, le territoire est divisé en 3 morceaux. Sous prétexte de quoi? On va dire, on va faire ça petit étape par étape. On vous donne déjà toutes les villes où il y a une majorité de Palestiniens, gérez-les. Les villes où il y a moins, les zones moins de densité, on va les faire ensemble. Et les zones entre ces zones urbaines, on va nous les gérer. Et dans ces parties blanches qui constituent 60% du territoire, Israël intensifie les colonies de peuplement au point qu'un artiste a dit ben, c'est devenu comme un archipel au milieu de la mer. Israël a divisé le territoire en 64 petits morceaux qui ne communiquent pas entre eux. Si vous êtes un paysan ou un agriculteur, parce que le paysan c'est plus sensible, vous avez votre maison d'une part et le champ de l'autre côté. Si vous êtes des écoliers, vous vivez dans votre village, l'école est de l'autre côté. Pour aller à l'école ou pour aller à votre village, il faut aller voyager jusqu'au checkpoint. Après, ils vous laissent passer ou ils ne vous laissent pas passer. Vous traversez le checkpoint, vous retournez à votre village, après vous retournez, ainsi de suite. Les petits enfants qui vont à l'école, on ouvre les portes à 7 h du matin ou à 6 h 30. Et celui qui s'est levé malade, fatigué, qui arrive en retard, pim, les portes sont fermées, fini l'école, pas d'école. C'est ce que l'anthropologue israélien Jeff Halper a appelé la matrice de contrôle. Israël établit un réseau de routes, toutes reliées aux grandes autoroutes israéliennes, qui permettent aux colons israéliens de voyager très vite dans la région sans avoir à voir des Palestiniens. Et avec 464 checkpoints. Aujourd'hui, quand on nous dit, c'est rendu 1000 les checkpoints en Cisjordanie. Et on brise toute l'infrastructure économique de la région, on isole Jérusalem, qui était le cœur économique de la région, on la coupe du reste avec ces checkpoints. J'ai fait, moi, la route de Ramallah à Jérusalem avant Oslo, 15 minutes. Après Oslo, 2 heures. Alors, si moi, j'habite Ramallah et j'ai mes affaires où je suis employé à Jérusalem, ma journée est finie. Donc, c'est comme ça qu'on prend le contrôle. Je vais passer rapidement sur le mur pour arriver à la proposition de paix. Clinton, et je vais finir avec ça. Oui, je finis avec ça, une seconde. Clinton arrive avec une proposition et Ehud Barak arrive avec une proposition. Il dit voilà, on va redonner aux Palestiniens tout ce qui est en brun, on va garder ce qui est en blanc et ce qui est en vert. Et les Palestiniens disent attendez, les 22% qu'on a accepté de garder, c'est le résultat de la négociation, c'est le compromis qu'on fait.
on ne négocie pas sur les 22%. Les 22% sont déjà le résultat de la négociation. Vous nous les donnez au complet ou bien on n'en veut pas. Et c'est pour ça que le processus de paix n'a jamais abouti. Les États occidentaux ont dit « Ah, Arafat est intransigeant, c'est un terroriste ». En réalité, ils voulaient non seulement donner les 78% à Israël, mais encore grignoter de gros morceaux autour de Jérusalem, Tel Aviv, dans les 22% qui restaient. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse actuelle. Et je finis avec une seule phrase. La logique qui mène au génocide. Dès les années 20, les leaders israéliens disaient on va prendre tous les territoires, on va transférer les Palestiniens dehors, au besoin on va leur donner de l'argent. Ils étaient prêts à donner de l'argent pour que les Palestiniens partent gentiment et poliment. Sinon, les Palestiniens ont dit non, on ne va pas quitter notre pays. Alors on a dit on va les expulser de force. On est passé de l'idée de transfert négocié à l'idée de nettoyage ethnique. Les Palestiniens ont dit on reste quand même. Alors là on est passé à l'idée de génocide. Vous voulez rester, on va vous tuer. Vous partez ou bien on vous tue. Et c'est là qu'on arrive. La logique du génocide est inscrite dans toute cette histoire depuis les années 20, à partir du moment où les Palestiniens disent on est chez nous, on ne va pas partir. Grâce à l'Amérique et aux Européens qui Absolument. font la loi. Absolument. Et donc, Voilà. c'est- Alors merci de m'avoir écouté, j'ai dépassé le temps.